Christophe Castaner, plus que jamais sous pression. 5 jours après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a été auditionné ce mardi pour s'expliquer sur les nombreux dysfonctionnements ayant permis le passage à l'acte de Mickaël Harpon. Une goutte de plus dans le vase de la place Beauvau, déjà prêt à déborder. À l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, une mobilisation s'organisait ce mardi pour alerter sur la crise du secteur et les dangers que représentent les accords commerciaux du CETA et du Mercosur. Les États-Unis ont quitté le nord de la Syrie et laissent, dans une certaine mesure, le champ libre à la Turquie. Les Kurdes, eux, apparaissent lésés, le tout sur fond de crise chez le voisin irakien. Madame, Monsieur, bonsoir. Castaner passe à la question. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur a été auditionné par la délégation parlementaire au renseignement 5 jours après la tuerie à la préfecture de police de Paris. Un nouveau passage sur le grill pour un ministre plus que jamais fragilisé. Le point avec Thibaut Bastide. L'heure des explications a sonné pour Christophe Castaner. Ce mardi, 5 jours après la tuerie à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a été auditionné à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement avant d'être entendu par la commission des lois de l'Assemblée nationale. 2 auditions lors desquelles le pensionnaire de la place Beauvau a été tenu d'apporter des réponses après avoir dans un premier temps affirmé qu'aucun signe de radicalisation n'était perceptible chez l'individu avant finalement d'avouer de nombreux dysfonctionnements. D'autant que de nouvelles informations viennent un peu plus alourdir le bagage déjà bien rempli de Christophe Castaner. En effet, lundi soir, soit quelques heures avant les 2 auditions, les enquêteurs ont découvert un certain nombre de fichiers contenus sur le matériel informatique de Mickaël Harpon, dont le profil s'apparente de plus en plus à celui d'un terroriste islamiste. Une clé USB contenant des vidéos de propagande de l'État islamique, mais surtout des coordonnées et des données personnelles sur plusieurs dizaines d'employés de la préfecture de police de Paris auraient été retrouvées dans les effets personnels de l'assaillant. Une découverte qui intrigue et soulève de nouvelles interrogations, notamment sur une potentielle fuite de ces données. Ainsi, les 4 sénateurs et les 4 députés qui composent la délégation parlementaire se sont attachés à faire la lumière sur l'habilitation secret défense, la méthode pour déceler la radicalisation, la sécurisation des locaux des centres sensibles et, le plus important, à quelles données avait accès l'assaillant. Des aspects purement techniques pouvant donner lieu à la rédaction d'un rapport spécial à destination du président de la République. Un premier avertissement suivi d'un deuxième plus politique de la part des députés. La commission des lois de l'Assemblée nationale étant revenue sur les nombreuses failles ayant permis le passage à l'acte de Mickaël Harpon. Une double justification pour le ministre de l'Intérieur et une troisième jeudi matin devant la commission des lois du Sénat. Plus d'1 an après l'affaire Benalla, elle auditionnera de nouveau Christophe Castaner, notamment sur les conditions ayant permis le déroulement de cette attaque, les éléments relatifs à la radicalisation de l'auteur et les signes qui auraient pu faire apparaître cette radicalisation dans le cadre professionnel avant d'évoquer les conséquences à en tirer. De quoi placer le ministre de l'Intérieur dos au mur. Malgré ses nombreuses sorties de route hasardeuses, voire mensongères, Christophe Castaner a jusqu'ici toujours pu compter sur le soutien sans faille du Premier ministre Édouard Philippe et de l'immunité présidentielle accordée par Emmanuel Macron à l'un de ses fidèles de la première heure. Cependant, il n'en demeure pas moins que le ministre Bringueur est devenu un casse-tête pour le gouvernement, si ce n'est un véritable boulet. Si pour lui, la question d'une démission ne se pose pas, les interrogations sont bel et bien là et la sellette se fait de plus en plus bancale. Opération escargot et blocage de route, les agriculteurs appelaient à la mobilisation ce mardi pour demander au gouvernement et interpeller le gouvernement sur la crise du secteur. Ils appellent les autorités à renoncer aux accords commerciaux prévus par le CETA ou le Mercosur. France, veux-tu encore de tes paysans? C'est par cette question que les syndicats majoritaires, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, tenaient à alerter les autorités françaises des menaces qui pèsent sur leur activité. Ils estiment qu'aucun acteur économique ne tolérerait les attaques subies par les agriculteurs. Au compteur des ras-le-bol, ce qu'ils appellent l'agribashing, la critique des méthodes employées aujourd'hui par le secteur, notamment l'utilisation des pesticides, mais pas seulement. En effet, le communiqué des 2 syndicats fait directement référence aux accords commerciaux du CETA et du Mercosur, plébiscités par l'exécutif. Ils évoquent des accords déloyaux et une distorsion des concurrences insurmontables. Pour sensibiliser positivement la population à leur sort, les agriculteurs ont décidé de bloquer les routes.
En région parisienne, plus d'une dizaine de points étaient prévus. En tout, plus de 80 départements français étaient concernés par la mobilisation. Une mobilisation éclair puisque les agriculteurs ont décidé de mener l'action entre 11 h et 14 h pour éviter de déranger la population. En effet, les actions des producteurs sont souvent mal comprises par les Français, pris dans des opérations escargots interminables. Un impact négatif dans les esprits alors même que les consommateurs sensibilisés pourraient justement aider les agriculteurs par leurs actes d'achat, en privilégiant notamment les produits français plutôt que ceux qui viennent du bout du monde. Un choix qui permettrait également d'œuvrer pour l'écologie en limitant l'empreinte carbone, fameuse obsession de Greta Thunberg. Il faut avouer que l'agriculture française se trouve dans une situation particulièrement délicate. Prise en étau entre la grande distribution et les échanges internationaux aux normes bien moins exigeantes qu'au sein de l'Union européenne, la filière a souvent l'impression d'être la tête de turc toute trouvée. La volonté d'interdire le glyphosate et de limiter l'utilisation des pesticides dans les zones proches de l'activité humaine a également mis le feu aux poudres dans la profession. Du point de vue des agriculteurs, ils sont empêchés de faire leur travail, estimant que les alternatives sont encore indisponibles. Un problème essentiellement posé par la nécessité du produire plus pour nourrir toujours plus de monde. C'est d'ailleurs dans ce cadre que de nombreux pays du monde ont largement recours aux produits phytosanitaires avec des autorisations plus larges. C'est donc une refonte complète du système européen que les gouvernants devraient mettre en place. En effet, une revalorisation des productions locales avec des normes sanitaires élevées ne peut pas cohabiter avec un afflux grandissant de produits peu contrôlés, importés depuis des milliers de kilomètres. À titre d'exemple, les accords du Mercosur, certes suspendus pour le moment, devraient ouvrir à l'importation près de 100 000 tonnes de viande bovine en provenance d'Amérique du Sud, qui plus est avec des taxes avantageuses. À l'aberration commerciale s'ajoute l'aberration sanitaire, puisque les fermes à viande du continent sud-américain utilisent souvent des antibiotiques comme hormones de croissance. De même, l'industrie de la viande est à l'origine d'une bonne part de la déforestation que les dirigeants européens ont toutefois dénoncée pendant les violents incendies au Brésil. De quoi bien illustrer la politique du « en même temps » d'Emmanuel Macron au niveau européen. Un grand chantier pour contrôler le marché serait donc nécessaire, mais la loi sur l'alimentation votée l'an dernier pour encadrer les prix face aux distributeurs et mieux rémunérer les producteurs a fait chou blanc, de quoi laisser entendre que la crise a encore de beaux jours devant elle. Mouvement de troupes dans le nord de la Syrie. Alors que Washington a annoncé le retrait de ses forces armées dans la région, le Kurdistan syrien pourrait à présent servir de zone tampon à la Turquie pour éloigner les milices kurdes de sa frontière. Un sac de nœuds proche-oriental sur fond de nouvelles crises politiques irakiennes. Explication Olivier Frère-Jacques. Un retrait qui fait polémique. Dimanche, le président Donald Trump annonçait le retrait des troupes états-uniennes de Syrie et plus précisément du nord-ouest du pays dans la zone du Kurdistan syrien. Un retrait qui a suscité l'inquiétude du côté des populations kurdes de Syrie qui se sentent à présent menacées par Ankara. La peur d'une invasion turque traverse donc la région, même si celle-ci peut paraître assez improbable. Pour Benjamin Blanchard, directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient, le retrait américain était voulu de longue date par Ankara, mais une annexion pure et simple de la zone paraît peu probable. C'est sûr que c'est ce que réclamait la Turquie depuis fort longtemps. Après, quels sont les buts de guerre de la Turquie? Je ne sais pas. Seuls les Turcs le savent. Mais je ne suis pas du tout sûr que la Turquie souhaite, par exemple, annexer le nord de la Syrie, puisque la Turquie a déjà bon nombre de Kurdes sur son territoire, et je ne suis pas sûr que la Turquie souhaite augmenter le nombre de sa minorité kurde. La menace turque, elle, s'explique par l'occupation actuelle du territoire par des milices kurdes unies sous le nom de Forces démocratiques syriennes, organisation qui en réalité abrite le PKK. Le nord-est de la Syrie, actuellement, est géré par des milices officiellement qui s'appellent les Forces démocratiques syriennes, qui en fait ne sont qu'un faux-nez du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est classé comme mouvement terroriste tant par l'Union européenne que par les États-Unis. Donc on avait une situation assez étonnante où on avait un groupe classé comme terroriste qui était protégé par ceux-là même qui l'ont classé comme terroriste, c'est-à-dire les États-Unis et certaines
l'armée européenne. Bon, je me suis rendu à plusieurs reprises dans cette région et de partout, vous voyez des portraits géants d'Abdullah Öcalan, donc le chef du PKK. Donc, ce qui montre bien que les FDS, les Forces démocratiques syriennes, ne sont qu'une sorte de ripollinage du PKK. Et il faut rappeler que c'est un parti qui a commis quand même pas mal d'attentats, notamment en Allemagne, mais dans le passé, et en Europe, ailleurs, et puis qui est un parti marxiste-léniniste et avec quand même une idéologie raciste. Des forces kurdes inquiètes d'une intervention d'Ankara, intervention qui ne serait a priori pas une invasion, puisque le président américain Donald Trump a menacé la Turquie d'une riposte économique sans précédent si le pays venait à dépasser les bornes, évoquant même la possibilité d'anéantir complètement son économie. Plus qu'une intervention en vue d'une occupation, le scénario qui se profile semble plus être celui d'une zone tampon qui permettrait à Ankara de sécuriser sa frontière et de tenir à distance les milices kurdes sur une trentaine de kilomètres de profondeur et 500 km de largeur. Une chose est sûre, les cartes devraient être rebattues dans la région et les Kurdes pourraient être les grands perdants du retrait états-unien. Ça va débloquer les choses. Les choses vont bouger parce que tout était gelé de par la présence américaine. On a vu qu'immédiatement les représentants kurdes donc du PYD, Parti de l'Unité démocratique, qui est en fait la branche syrienne du PKK, se sont précipités à Damas pour demander la protection du gouvernement syrien et l'arrivée de l'armée arabe syrienne dans leur zone. Donc on voit bien que les choses bougent. La question c'est est-ce que l'armée arabe syrienne est en mesure de se déployer là-haut, si loin. L'armée arabe syrienne a encore des bases dans le nord-est. Ils tiennent l'aéroport de Kamishli et le centre-ville de Hasakeh, la capitale provinciale. Mais est-ce que l'armée peut se déployer là-haut rapidement? Est-ce que le gouvernement syrien le souhaite, est-ce qu'ils vont vouloir faire payer les Kurdes de leur trahison, puisque n'oublions pas que c'est le gouvernement syrien qui leur avait donné les armes en 2013 pour protéger la frontière nord. Et puis après, ils ont changé de camp à plusieurs reprises. Une incertitude quant au sort de la frontière nord et une accélération des événements régionaux depuis plusieurs semaines qui va de pair avec les troubles qui agitent actuellement le voisin irakien, ouvrant la voie à de multiples hypothèses dans le jeu de dupes que se livrent tous les acteurs en présence. En tout cas, il est intéressant de voir que ce retrait américain arrive pile au moment où l'Irak s'enfonce dans la crise. Ma question, c'est est-ce que Erdogan n'a pas obtenu ce retrait américain en échange d'une neutralité turque dans la crise irakienne. Actuellement, le gouvernement irakien est en proie à de grosses difficultés avec des manifestations qui virent aux émeutes. Cela semble très organisé, très préparé. Personne en Irak pense que ça puisse être spontané, en tout cas sans soutien extérieur. Et il se trouve que ce gouvernement qui est là depuis 1 an et demi, mais qui n'est pas complètement constitué, il n'y a toujours pas de ministre de la Défense par exemple, ce gouvernement a désobéi plusieurs fois aux parrains américains. Donc de là à penser que les Américains ont encouragé les manifestations, il n'y a qu'un pas que certains franchissent. Et il apparaît clairement maintenant que l'Iran et peut-être même la Russie, puisqu'on a vu que Pavel Lavrov s'est précipité à Bagdad hier, que l'Iran et la Russie vont soutenir le gouvernement de Bagdad. Alors, comme la Turquie a des troupes au nord de l'Irak, peut-être que les États-Unis ont négocié avec Erdogan que la Turquie n'intervienne pas pour soutenir le gouvernement de Bagdad. Je ne sais pas, ce sont que des hypothèses. Mais... Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. La marionnette de Jacques Chirac mise en vente sur Le Bon Coin, volée il y a plusieurs mois lorsque Canal+ vidait ses locaux. Elle avait totalement disparu de la circulation jusqu'au décès de Jacques Chirac. En effet, flairant la bonne affaire, le voleur a décidé de mettre la marionnette en vente sur Le Bon Coin après la disparition de l'ancien président de la République pour la modique somme de 5 000 €. De quoi permettre d'identifier le vendeur et de le retrouver, ainsi que la marionnette. Le coupable serait un collaborateur de H2O, la société qui produit les émissions de Cyril Hanouna, dont les bureaux sont au même endroit que le local à marionnettes. Une enquête est en cours pour éclaircir les contours de cette affaire. En Seine-Maritime, l'inquiétude plane toujours pour les producteurs de fruits et légumes. 11 jours après l'incendie de Lubrizol, dans une centaine de communes alentours, la vente de produits locaux a été interdite. Un coup dur pour les exploitants, comme Baptiste Mégard, maraîcher bio. Et donc depuis le 26 septembre, on est sur une fréquentation dans notre point de vente qui est à peu près de moins 80% de clients.
Et donc ça se répercute sur le chiffre d'affaires. Des restrictions qui pourraient être levées cette semaine si les dernières analyses écartent les dangers de contamination. En attendant, le gouvernement a promis des indemnités pour les producteurs. Les start-up prennent feu. Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans une pépinière d'entreprise de Villeurbanne près de Lyon. Si aucune victime n'est à déplorer, 5000 mètres carrés ont été ravagés par les flammes, provoquant une spectaculaire colonne de fumée. La préfecture a levé le doute rapidement. Contrairement à Lubrizol, le bâtiment en flammes n'est pas classé Seveso. Les flammes ont été maîtrisées vers 10 heures par les pompiers. Le panache de fumée noire devrait rapidement se disperser. Toutefois, des analyses de l'air sont en cours. Le monde de la BD est en deuil. Le papa du petit Spirou, Philippe Thom, est décédé samedi 5 octobre à l'âge de 62 ans. Le 18e tome des aventures du petit Groom devrait sortir le 15 novembre prochain et s'intitulera La vérité sur tout. Philippe Thom était également le créateur de la bande dessinée Soda, dans lequel un taciturne policier new-yorkais fait croire à sa mère qu'il est pasteur. Il s'est aussi vu confier la série historique de Spirou et Fantasio. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. Attaque à la voiture bélier en Allemagne. Lundi, dans la soirée, un individu au volant d'un camion a foncé sur des voitures à Limburg, dans l'ouest de l'Allemagne. Le camion avait été dérobé quelques instants plus tôt à son chauffeur. Plus d'une quinzaine de blessés sont à déplorer. 6 ont dû être hospitalisés à l'instar du forcené. Une enquête a été ouverte. Pour l'heure, aucune piste n'est à exclure. Toutefois, plusieurs témoins auraient entendu l'individu qui dit se prénommer Mohamed prononcer le mot Allah. Le patron du renseignement allemand avait déclaré il y a quelques mois que plus de 2200 islamistes au potentiel terroriste vivaient dans le pays. Mickaël Harpon a du succès. Adama Traoré, ancien candidat aux élections européennes, organise une manifestation en soutien aux tueurs de la préfecture de police de Paris. Il estime que Mickaël Harpon a été diabolisé par les médias. Mickaël Harpon n'est pas un terroriste. Mickaël Harpon n'est pas un terroriste qui a été animé par des revendications religieuses. Qui est Mickaël Harpon? Mickaël Harpon, c'est un Français qui est originaire de la ville de Gonesse, dans 95 à 15 minutes de chez moi, et qui a des origines martiniquaises. Mickaël Harpon, c'est une crème. Après l'histoire de Mickaël Harpon, il n'y a plus un être humain en France qui pourra se permettre de salir une religion du livre. Ça, ne l'oubliez jamais. Et ceux qui nous suivent, vous avez bien vu tout ce que, comme information je vous ai donné. Ouais, on a le bras long, ça ne l'oubliez jamais. La révolution est en marche, on a le bras long, ça ne l'oubliez jamais. La manifestation est prévue jeudi de 13h à 15h devant la mairie de Gonesse dans le Val d'Oise. Reste à savoir si les autorités laisseront libre cours à cette nouvelle apologie du terrorisme. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouveau numéro de Géopôle. Richard Haddad reçoit Ouchang Nahavandi, ancien ministre de la monarchie iranienne, pour évoquer le risque d'une guerre générale. Aucun des deux partis, aucun des deux belligérants, aucune des deux parties belligérantes n'a intérêt à déclencher une vraie guerre. Les Américains ont la possibilité technique de bombarder de nombreux points d'Iran par missile ou par aviation. Les Iraniens se défendront et ça serait la pire des choses parce que le sentiment de sympathie qui existe actuellement en Iran pour tout ce qui est adversaire du régime va disparaître. Les Iraniens sont surtout des patriotes, des nationalistes. Je le montre dans ce livre. Oui. Depuis 4000 ans, c'est toujours la même chose. Et il vaut mieux négocier. Négocier sous pression peut-être des deux côtés. Ce soir, retrouve également Passé Présent. Philippe Corrade évoque le scandale financier de Panama, puis reçoit l'historien Yves Morel pour sa biographie du nationaliste roumain Corneliu Codreanu. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Christian Combas pour La France de Campagnol et François Billot de Leclerc pour Mes libertés politiques. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
vous ai promis hier de vous dire pourquoi les journaux locaux, si frileux, si habitués à caviarder la moindre critique de leurs correspondants locaux quand un incident a éclaté dans une réunion, quand un événement s'est terminé en pagaille générale, quand un bâtiment menace ruine et que les habitants se plaignent. Pourquoi, dis-je, les journaux locaux décident de temps à autre de laisser passer une tribune qui va contre toutes les règles de prudence et de modération, où quelqu'un peut donc s'en prendre nommément à quelqu'un d'autre. Par exemple, quand un petit élu se lève en réunion pour dire « Ne comptez pas sur nous, vous avez monté un projet de maison de retraite sur le territoire de votre commune, naturellement, les plans et les financements sont déjà très avancés, on n'a rien vu passer, etc. » Et là, le petit maire en colère, bizarrement, se voit offrir 4 colonnes sur une demi-page dans le journal local pour déverser sa rancœur sans la moindre censure apparente. Alors quand j'ai posé la question à table à Gérard, le maire de Villeneuve, il m'a répondu avec un cynisme épouvantable. Alors là, de deux choses l'une. Ou le journal veut se payer celui dont on parle, ou il veut se payer celui qui parle. Dans le premier cas, le président de la communauté de communes a énervé tout le monde, donc on laisse monter au créneau sans censure préalable un petit maire qui lui dit ces 4 vérités. Et dans le deuxième cas, le plus probable, il y a pression pour laisser s'exprimer le petit maire qui va aller trop loin forcément, qui va se discréditer, donc c'est le but du jeu, ce qui permettra à son rival de dire, vous voyez bien, que ce ne sont pas des gens sérieux, ils sont dans l'anathème et l'argumentation de bas étage. Alors, dans un premier temps, je lui ai demandé, au maire de Villeneuve, qui, à son avis, dans la communauté de communes de Campagnole, allait faire les frais de cette opération dans le journal local. Il m'a dit, probablement le président de la Comcom, pour une fois, c'est évident que quelqu'un veut sa place, même si le paysan là qui a pris la parole a été excessif, il y a plusieurs vérités dans ce qu'il a dit, et on l'a laissé dire. Et c'est là que je lui ai posé la question corollaire, qui c'est on? Vous dites on a laissé dire pour amoindrir l'influence d'un tel, mais qui tire les ficelles quand le journal laisse passer des invectives pareilles, alors que d'habitude il a peur de son ombre? Eh bien, me dit-il, ce sont ceux qui ont intérêt à faire tomber le président de la communauté de communes, qui donc, la préfecture par exemple, la préfecture est toujours très forte pour laisser passer des trucs dans le journal comme ça, ou pour les retenir, ça dépend. Il faut voir qu'en France, localement, il n'y a pas que le pouvoir des élus, il y a celui, disons-le, des services de l'État qui les font chanter. Bon, on lui dit, mais c'est quand même grave ce que vous dites, il y aurait donc des préfets qui font pression sur les élus en les menaçant des foudres de l'État. Mais non, pas des foudres, des contrôles, des audits. Et si le maire résiste, comme vous le soulignez, on voit donc paraître une tribune dans la presse locale, inexplicablement non censurée, où un quidam se paye la tronche du type en public. J'étais venu avec un ami peintre ce jour-là qui essayait de décrocher un contrat avec la mairie et qui a conclu « Eh purée, il y a des fois des trucs qu'on ne peut pas croire. Hein. » Eh bien ce sera notre conclusion. Abonnez-vous, merci. La manifestation est une arme appréciable dans le combat politique. Preuve en est que les manifestations contre la loi Devaquet à l'époque, instaurant la sélection pour entrer dans l'université, ont abouti à l'enterrement définitif du projet. Comme les manifestations contre la loi Villepin concernant le fameux CPE qui a finalement été abandonné. La manifestation peut donc être gagnante. La manifestation peut aussi être un faux-semblant qui sert à se donner bonne conscience et ne sert donc à rien. Comment, sur cette base, analyser la manifestation du 6 octobre dernier contre la PMA ? Il semble que cela soit reparti comme en 40 ou comme en 14 ou plutôt comme en 2012-2013. La malédiction des manifestations qui ne servent à rien va-t-elle encore frapper ? Dimanche dernier donc, s'est tenue la grande manifestation contre la PMA. Contre la PMA pour toutes. 600 000 personnes au compteur, un bon résultat, alors qu'on pensait que la mobilisation pourrait s'essouffler.
La préfecture de police, qui n'est plus à un épisode près de manque de crédibilité, s'est encore amusée avec des chiffres comptant 42 363 manifestants, avec l'accord de tous les grands médias, bien sûr. Ils mentent, ils sont tous pourris, on était content de se retrouver, c'était sympa, voilà ce qui se disait dans les rangs des manifestants. Bien d'accord. Et après, il semble que nous soyons malheureusement tristement repartis sur le même schéma qu'en 2012-2013, avec le brillant résultat politique que l'on sait. Une nouvelle génération s'est levée qui a obtenu des cacahuètes. Et en ce qui concerne les électeurs cathos, ils ont majoritairement voté pour Macron, l'auteur et le promoteur de loi contre laquelle ils se sont mobilisés dimanche. Cherchez l'erreur. L'enthousiasme et la joie des retrouvailles étaient au rendez-vous, c'est sûr. Mais la stratégie d'ensemble du collectif d'associations qui a appelé à manifester laisse un peu songeur. Imagine-t-on les Gilets jaunes appelés à revenir dans 2 mois, puis encore dans 2 mois après la trêve des confiseurs, etc., etc. Regardons aussi de plus près les dates choisies. Le 1er décembre est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Le 17 mai est la journée internationale de la lutte contre l'homophobie. Et donc, le collectif choisit ces dates. Soit le collectif n'a pas fait attention, et c'est un peu d'amateurisme, soit il a choisi ces dates bien volontairement, et cela va nous donner une surenchère de précautions langagières pour lutter sans ne froisser personne, et donc démissionner avant de commencer. D'ailleurs, les dirigeants de la manifestation du 6 octobre dernier se sont déjà exprimés en disant que le choix des dates, effectivement, était peut-être une erreur. À qui veulent-ils donner des gages ? En quoi faire une manifestation le jour de la journée contre l'homophobie pose-t-il problème? Les manifestations contre la PMA n'ont rien à voir avec l'homophobie et les manifestants ne sont pas là pour manifester contre l'homophobie. Ils sont là pour manifester contre la PMA. À titre personnel, j'étais parmi les manifestants et parmi nombre de manifestants frustrés d'avoir été si bien sermonnés pour qu'ils ne sortent pas des clous et rentrent sagement à la fin des festivités comme à la fin de la kermesse de l'école. L'intensité est-elle à la hauteur des enjeux? On peut en douter. Le vote définitif de la loi, nous dit-on, est prévu pour l'été. Comme ça tombe bien. Pas de manif prévue en juillet-août. On ne va quand même pas revenir de l'île de Ré pour manifester tout de même. Les vacances, c'est les vacances. Le gouvernement sait déjà qu'il n'a rien à craindre d'opposants qui manifestent pour manifester et pas forcément pour gagner un combat. Son message est limpide. Dormez tranquille, braves gens, nous continuons notre travail de sape et nous vous octroierons bien volontiers les quelques mètres carrés de pavés parisiens que vous avez la gentillesse de nous demander poliment tous les 2 mois et demi. Ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Tel est le constat que l'on peut faire sur l'utilisation actuelle de l'arme de la manifestation dans le combat contre la PMA. La stratégie hebdomadaire des Gilets jaunes, véritable épine dans le pied des pouvoirs publics depuis bientôt 1 an, mérite d'être analysée. Il semble évident que se mettre dans la main des pouvoirs publics pour co-organiser avec eux des manifestations d'une extrême sagesse ne peut aboutir qu'à ce qui s'est passé pour la loi Taubira. Nous laissons voter la loi, puis nous passons à autre chose. C'est-à-dire à la loi de déconstruction suivante. Il est temps, sans doute, de revoir nos méthodes de combat. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.